Et un des thèmes, c'est en fait quelle eau à utiliser, quelles sont les différences entre une eau adoucie et une eau plutôt déminéralisée, ce qui n'est pas la même chose. On va parler du traitement chimique, quand faut-il s'en servir et pourquoi, et quelles sont les conséquences, etc. Euh, on a parlé lundi passé du remplissage d'appoint et on a clairement indiqué et prouvé que le remplissage d'appoint, ce n'est pas la catastrophe, sûrement pas au niveau de la corrosion qu'elle provoque, mais tout de même, il ne faut pas exagérer et c'est pour cela que j'ai mis quelques slides sur pourquoi faut-il remplir en eau d'appoint s'il n'y a pas de fuite. Hein. Ça, c'est quand même des choses que pas mal de gens se demandent. Et ensuite, on va parler pas mal sur les contrôles nécessaires qu'un technicien de chauffage devrait faire au niveau du maintien de pression, le vase d'expansion, etc., et la qualité de l'eau. Et là aussi, forcément, on devra parler des analyses de l'eau en laboratoire, le sens et le non-sens. Mais avant de commencer, dans tous ces thèmes, je voudrais juste vous passer encore deux slides que j'ai ignorés lundi. Et donc, Kurt van Kampenhout m'a rappelé l'utilité parce que le webinaire en néerlandais, le jour après, donc hier, il a lancé une question qui a été traitée en largeur, notamment la question qu'est-ce qu'il faut penser des matières non corrodables, c'est-à-dire non corrodables, donc des matières qui ne peuvent pas se corroder, comme par exemple des tuyaux synthétiques. On dirait que si on utilise des systèmes qui sont faits uniquement en matière synthétique, qui ne peuvent donc pas se corroder, que ça serait l'idéal. Et que vu le fait qu'il n'y a plus de fer ou de matière corrodable, évidemment qu'il n'y aura plus de problème. Eh bien, la réalité, c'est pas comme ça. En fait, on constate que l'emploi accru de matière synthétique fait que les problèmes s'aggravent. Et pourquoi est-ce que ça se fait? Il faut d'abord mettre très clair que on ne parle plus de la diffusion d'oxygène à ce niveau-ci, parce que la diffusion d'oxygène, c'est un thème qu'on a abattu. Que on ne doit plus accepter les matières synthétiques de nos jours avec plusieurs couches et donc une couche métallique à l'intérieur qui fait une barrière anti-diffusion d'oxygène. Ils sont vraiment à 100% étanches. On peut dire que ceux avec une couche aluminium 100% étanches, mais vraiment étanches, tandis que ceux avec une couche EVOH, donc le soi-disant, entre parenthèses, vernis synthétique, qui offre aussi une très 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 bonne barrière contre la diffusion d'oxygène, qui ne sont pas vraiment à 100%, mais peut-être, on va dire, 99,999 ou quelque chose. Donc, il se passe très peu. Et dans l'exemple de lundi, que je vais d'ailleurs vous vite représenter tantôt, on montre clairement que les quantités de boue qui sont produites par le niveau d'oxygène, par les taux d'oxygène qui peuvent être entrés ainsi, est quand même très, très, très limité. Donc là, il ne faut pas chercher les problèmes. Les problèmes sont plutôt ailleurs. Il y a deux endroits. Il y a le fait que ce genre de tuyau est évidemment forcément relié avec des raccords à sertir. Maintenant, je ne sais pas si j'utilise la bonne terminologie en français. On parle de klemkoppelingen en néerlandais et perskoppelingen. Je pense que c'est sertir, donc les manchons et les raccords pour lesquels il faut une pince pour les sertir. Genre, je ne vais pas citer de marque, mais je pense que vous savez tous de quoi je parle. Euh, et tous ces raccords à sertir ont un joint torique en caoutchouc. Maintenant, on sait, on en a parlé, que le caoutchouc n'est pas 100% étanche et que par ce biais-là, théoriquement, il pourrait y avoir des entrées d'oxygène. C'est un thème dont on parle déjà depuis pas mal de temps, à ma connaissance, au moins une quinzaine d'années, mais jusqu'au présent, je connais très peu, voire même pas de recherche fondamentale qui aborde ce thème. Donc, c'est toujours beaucoup parler, mais savoir combien d'oxygène peut vraiment pénétrer à travers d'un joint torique, je pense qu'il y en a très, très, très peu qui sont vraiment fort bien au courant. Je sais qu'à l'Institut de recherche aux Pays-Bas, notamment les KIVA, sont en train de chiffrer, de faire des analyses, etc. Et qu'il y a des
on va dire, des soupçons que là, à terme, à long terme, et s'il y en a beaucoup, il pourrait quand même y avoir peut-être un problème. Je répète, peut-être. Ce n'est pas prouvé. Donc, je ne sais pas, mais je sais que c'est un thème qu'il faut peut-être pas ignorer. Donc, tout ce qui est serti avec des joints toriques en caoutchouc, sûrement parce qu'en général, c'est de l'EPDM, est peut-être à terme un problème. Mais je pense que le vrai problème de nos jours, qu'on voit pas mal d'installations avec beaucoup de tuyaux synthétiques qui ont des problèmes de corrosion, ce n'est pas vraiment ça. Je pense que c'est plutôt un autre thème. Et le thème, c'est un peu clarifié dans ce petit dessin ici. En effet, quand on sélectionne des matériaux, on peut faire une installation entièrement en acier, entièrement, et très 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 peu ou pas de synthétique, ou on peut faire une installation avec beaucoup de synthétique, coloré bleu ici dans ce dessin, et très peu d'acier. Et on pourrait faire des installations qui sont quasiment uniquement en matière synthétique. Par exemple, des planchers chauffants. Il y a des collecteurs pour le plancher chauffant en matière synthétique. On pourrait faire les connexions vers les collecteurs, les soi-disant tuyaux mers, ou même les collecteurs et tout ça, on pourrait le faire aussi en matière synthétique de nos jours. Donc, il resterait de moins en moins de l'acier. Ce qui est le cas, c'est que quand il y a un certain pouvoir d'oxydation, donc une certaine quantité d'oxygène qui peut entrer dans le système par n'importe quel chemin, mais étant donné qu'on suppose que c'est le cas, eh bien, il est clair que dans l'exemple A, où on a beaucoup d'acier, il y a un genre de dispersion de cet oxygène. Et on va dire la force motrice qui crée la corrosion sera dispersée sur une surface qui est assez large, tandis que dans l'exemple B, où il y a beaucoup moins de surface disponible pour attaquer, eh bien, il est clair que la pression de corrosion, pas la pression, mais la pression de corrosion, donc la force motrice qui génère la corrosion, sera quand même concentrée sur cet acier, ce qui va faire probablement des dégâts. Maintenant, il y a souvent, et je vois ça de plus en plus, des gens qui se disent, oui, ok, supprimons l'acier, pas de problème. Et quand on n'a plus d'acier, on n'a plus de fer, on n'a plus de rouille, on n'a plus de magnétique, fini toutes ces histoires. Eh bien, je pense que ça, c'est vraiment une illusion, vraiment une illusion. Parce que dans n'importe quel système, que ce soit une installation de chauffage, que ce soit un orchestre, que ce soit n'importe quoi, il y a toujours un maillon faible. Et s'il n'y a pas d'acier, il y en a un autre métal qui prendra l'oxygène. Et ce qu'on voit, je l'ai vécu dans un très grand bâtiment aux Pays-Bas récemment, à Utrecht, où en totalité, dans un grand immeuble, une banque en fait, je ne sais plus si c'est 1700 aidés ou 2000 aidés, vannes motorisées, des vannes de réglage de colonnes et d'autres types de vannes, se dézinguaient à cause du fait qu'il n'y avait pas d'acier pour corroder, pour lier l'oxygène. Évidemment, il faut toujours de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de corrosion. Mais dans un tel cas, même avec très 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 peu d'oxygène, notamment la quantité d'oxygène d'eau de remplissage par exemple, peut déjà causer pas mal de dégâts et pas mal de problèmes. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus avec mes remerciements vers Kurt de l'avoir resignalé hier. Tout d'abord, donc, pour la session d'aujourd'hui, avant de commencer, il faut mettre une chose très claire. Quand on parle de l'eau dans le chauffage, il y a l'eau d'appoint, l'eau de remplissage, et il y a l'eau de système. Ce n'est pas la même eau. L'eau de système est une eau qu'on ne peut pas acheter. Parce que l'eau de système est une eau qui se fait, on va dire, automatiquement grâce au fait qu'une fois dans le système de chauffage, cette eau va être sujet de certaines réactions physiques et chimiques qui se font d'eux-mêmes. Par exemple, le dégazage thermique, on chauffe cette eau, donc on va la dégazer et certains aspects, comme le CO2, comme l'azote, etc., vont disparaître de cette eau en dégazant. On dirait pourquoi l'azote se dégaze et pourquoi peut-être le CO2 se dégaze et pourquoi pas l'oxygène.
Eh ben, c'est très simple. Il y a plus d'oxygène à dégazer. L'oxygène est déjà lié à l'acier. Le processus de corrosion va extrêmement vite. En quelques heures de temps, l'oxygène est disparu. Donc, si on lui donne, on va dire, une journée, on ne trouvera plus d'oxygène. Sauf s'il y a très, très, très peu d'acier pour corroder. Et on revient au slide avant celui-ci. Donc, il y a la précipitation des matières calcium-magnésium. Il y a le fait que l'oxygène s'enlève par le processus de la corrosion. Et il y a un autre phénomène qui est assez bizarre, qui est assez compliqué à expliquer. Et ce phénomène s'appelle l'auto-alcalisation. Et auto-alcalisation, c'est un mot très compliqué, déjà pour prononcer. Auto-alcalisation, étant flamand, c'est pas toujours facile. Et ce phénomène décrit qu'une fois que l'eau se trouve dans le système de chauffage, étant donné qu'elle est chauffée, étant donné qu'elle perd sa dureté et que le CO2 se dégaze par un effet thermique, etc., le pH de cette eau va légèrement monter. Et c'est un phénomène qui se passe de lui-même. Maintenant, s'il n'y a pas d'oxygène et s'il n'y a pas un apport d'oxygène fraîche, ce genre de modification trouve un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre, il s'installe. En général, la littérature dit que ça se passe entre 8 et 12 semaines, et forcément, il y aura des installations où ça sera fait après peut-être 2-3 semaines, et on en trouvera certainement, ou peut-être après 15 semaines. Il y a encore des petites modifications, mais on peut dire entre 2 et 3 mois, le système aura trouvé son nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre veut dire que la dureté totale, le TH, sera beaucoup plus bas, puisque tout ce qui est dur, tout ce qui est calcium-magnésium sera précipité. Donc la dureté totale aura fort diminué. Forcément, la conductivité, donc le pouvoir pour faire passer des électrons et donc améliorer ou faciliter le processus de corrosion, elle sera beaucoup plus basse aussi, cette conductivité. Il n'y aura plus d'oxygène et le pH sera stabilisé plus haut que l'eau potable. On va aborder le thème plus tard pour voir où on va aller. Maintenant, tout cela, ce dégazage, ce nouveau équilibre, joue un rôle très, très, très réduit parce qu'on a vu dans le tableau qu'on a abordé l'année passée que sur 1000 litres d'eau, on parle de 36 grammes de magnétite, de formation de magnétite causée par la teneur en oxygène de l'eau de remplissage et encore une bonne septantaine au niveau de l'air qui n'a pas pu être purgé, etc. Donc, même si on parle de l'eau d'appoint, avec, on parle là de 3,5 litres ou 3,6 litres une fois par an, ce ne sont pas des quantités, on va dire que ce n'est pas la mer à boire, ça. Donc, on peut dire que, évidemment, enlever la dureté, c'est à recommander parce qu'on ne veut pas des dépôts de tartre, mais même si c'est pour des petites installations, est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, on ne l'a jamais fait, on peut faire ça aussi. Donc, l'eau potable sert très bien comme eau de remplissage en général. Il y a des exceptions. En Belgique, il y a la région de Verviers où on a une eau assez quand même spéciale avec déjà un pH très élevé. Là, peut-être, il y aura des petites modifications à faire, mais en général, pour tout le reste de la Belgique, il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Et je dois vous dire, parce que je dois être correct et complet, il y a d'autres moyens pour éviter que le tartre se dépose. Et ça, c'est l'inhibition. Donc, si on va dire, on va envelopper les molécules de tartre dans un genre de petite enveloppe pour qu'ils ne puissent pas s'attacher et faire cette pierre tartreuse aux parois chaudes de la chaudière, eh bien, elle ne le fera pas, elle reste donc dans le système. Donc, il y a moyen de ne pas avoir une formation de tartre pierreuse en mettant, par exemple, les polyphosphates ou les phosphonates. Il y a d'autres agents chimiques qu'on peut utiliser pour cela et ça marche. Il ne faut pas ignorer que tout ce bazar, tout ce brol reste quand même dans le système. On empêche seulement sa formation. Est-ce que c'est bon? J'ai rien dit. Je pense que vous avez compris mon message. Donc, il vaut mieux enlever cette dureté.
Et on peut le faire de deux manières. On peut adoucir l'eau. Et adoucir l'eau, ça veut dire qu'on va échanger les ions de calcium par des ions de natrium. Et pour cela, on utilise sodium, il faut dire en français, je m'excuse, natrium, c'est le flamand. Donc, on prend le calcium dans la résine et on libère le sodium. Et ainsi, voilà, cette eau ne déposera plus de tartre. Et ce processus est un processus très valable, c'est l'adoucissement de l'eau que l'on connaît depuis très longtemps. Seulement, si on a de l'aluminium dans le système, ça pourrait à terme poser un problème. Ce n'est pas sûr, mais ça pourrait poser un problème. Et le problème sera le pH. Parce que l'aluminium est un métal qui, normalement, se protège lui-même avec une peau d'alumine, donc un oxyde d'aluminium, qui est donc un genre de, on va dire, une couche protectrice qui protège l'aluminium vierge de continuer à se corroder. Cette couche protectrice est assez stable, assez costaud, et on a même besoin d'un peu d'oxygène pour faire cette couche. Donc, c'est une bonne chose. Sauf si le pH devient élevé, on passera par les valeurs exactes tantôt. Si le pH est assez élevé, donc l'eau devient très basique, cette couche protectrice qui s'appelle alumine ne peut pas survivre. Elle sera chaque fois toujours de nouveau dissolue. Donc cette couche se redissout dans une eau alcaline, ce qui fait que la protection a peut-être tendance de vouloir se faire, mais elle ne peut pas être efficace parce qu'elle est dissolue tout le temps. Donc, cela veut dire qu'à ce moment-là, en présence d'oxygène, cet aluminium va se corroder. Et ça, c'est un processus qui se passe beaucoup plus facilement quand on a adouci l'eau avec un adoucisseur à résine. Donc, pour de tels cas, il vaut mieux vraiment déminéraliser. Et déminéraliser veut dire enlever tout ce qu'on a dedans par soit des résines qu'on appelle mix-bet, donc des lits mélangés, avec des cations et des anions, ou de l'osmose inversée, donc de l'eau, ce qu'on appelle RO, reverse osmose. Ce processus n'a pas de désavantage technique. Donc, si on veut être sûr de ne jamais avoir de problèmes, il vaut mieux toujours utiliser de l'eau déminéralisée, qui ne contient quasi plus rien. Et il y a plusieurs processus possibles. Il y a les appareils mobiles dont on peut se servir pour raccorder d'une côté un robinet et de l'autre côté vers l'installation de chauffage. Et on fait passer toute l'eau potable par cet appareil mobile et ainsi on met de l'eau vraiment déminéralisée dans l'installation. Pour de très grandes installations, il est même meilleur marché de l'acheter en charge camion, des réservoirs de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 litres. Il y a des sociétés spécialisées qui ne font que ça, ou de remplir tout simplement en eau dure, ne pas encore faire chauffer les chaudières et déminéraliser ce qu'on appelle en situ, en ligne, sur place, dans l'installation même, en faisant recirculer l'eau dure entre parenthèses, l'eau du robinet, par un système de déminéralisation mobile pour réduire la dureté totale et ainsi obtenir une eau valable pour l'entier système. Maintenant, quoi faut-il faire et comment? Et là, on tombe sur un tableau dont je ne suis pas fan, je ne vous le cache pas, mais je dois vous l'expliquer parce que c'est la norme qui le prescrit. C'est la norme VDI 2035 qui prescrit ce tableau, qui est une norme allemande, que la plupart des installateurs devraient suivre parce qu'ils utilisent des chaudières qui suivent les normes allemandes. Non, il y en a d'autres, je sais bien qu'il y a des chaudières françaises et hollandaises et d'autres conceptions, mais on ne peut pas ignorer que la norme VDI 2035 est quand même un avis technique, une norme qui est de loin la plus répandue en Europe. Et dans cette norme, il y a pas mal de choses à expliquer. Dans la colonne à gauche, vous voyez les différentes puissances. Donc, au début, les puissances en dessous de 50 kW. Et quand vous descendez dans la colonne à gauche, finalement, on parle de au-dessus de 600 kW. Le P est la puissance du générateur de chaleur. Donc,
puissance en kilowatts, 50, 200, vers 600, etc. Et, entre parenthèses, il y a ce qu'on appelle la contenance spécifique en eau du générateur. La contenance spécifique en eau du générateur, c'est quoi ça? Eh bien, c'est très simple. C'est la contenance, donc combien d'eau est-ce que le générateur de chaleur, la chaudière, peut contenir, divisé par sa puissance. Donc, si vous avez, par exemple, on va dire une chaudière qui contient 50 litres d'eau, elle a une puissance de 50 kW. C'est 50 litres d'eau divisé par 50 kW. On obtient alors le chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est plus haut que 0,3 litres par kilowatt. Donc, on tombe ici pour ces 50 kW à un chiffre qui est plus haut, donc dans cette ligne-là. Si on serait plus bas que 0,3 litres par kilowatt, alors il fallait prendre cette ligne-là, la deuxième ligne. Et dans la première ligne, vous voyez, si on a une installation avec une contenance spécifique moins que 20 litres par kilowatt, il ne faut rien faire. N'importe quelle eau est bon. Mais si la contenance spécifique en eau de l'installation est compris entre 20 litres le kilowatt, mais plus petit que 40 litres le kilowatt, on passe vers cette colonne-là. Donc, il faut une eau qui est plus douce ou moins dure que 30 degrés français. C'est quoi la contenance spécifique en eau de l'installation? C'est clair, c'est un peu la même chose, mais on parle ici maintenant de l'installation et pas de la chaudière. Il faut diviser la contenance de l'installation, donc le nombre de litres d'eau que l'installation puisse contenir, par la puissance du générateur. Donc, ici, on parle d'installations qui contiennent relativement peu d'eau par puissance du générateur. Et là, on parle d'installations qui contiennent beaucoup d'eau par rapport à la puissance du générateur. Cela veut dire donc que si on contient beaucoup d'eau par rapport à la puissance du générateur, donc une installation qui contient beaucoup d'eau, ça pourrait être, par exemple, un très grand plancher chauffant qui contient beaucoup d'eau avec une petite chaudière murale, par exemple. Là, les prescriptions sont claires. Si on a vraiment beaucoup d'eau, ben, il faut une dureté minimale. Et c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'eau qui peut contenir beaucoup de dureté qui sera déposée à l'intérieur de la chaudière. Donc, cette chaudière, dans une installation donc, qui contient beaucoup d'eau, elle va manger beaucoup de dureté. Il n'y a rien à faire. Et là, alors, il faut donc lui donner une eau qui contient déjà aussi peu que possible de dureté depuis le début. Un thème qui est un peu difficile parce que quoi faire alors quand on a plusieurs chaudières, par exemple? On a soi-disant éco-groupage, on a, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6, je vois des installations avec 10, 12 chaudières de 50 kW, par exemple. Et bien là, ce sont les petits astérisques qui expliquent. Pour les générateurs placés en cascade, la valeur équivaut au rapport de la contenance totale en eau et de la puissance du générateur le plus petit. Oh là là. C'est pas évident. Il faut prendre le plus petit, donc le cas le plus défavorable. Et en ce qui concerne la contenance spécifique en eau du générateur, quand on a plusieurs générateurs, et il y a les grands et les petits, il faut prendre la plus petite. C'est clair, le plus défavorable, parce que ce sera celle-là qui prend toujours tout. Et on voit de plus en plus d'ailleurs des systèmes à plusieurs chaudières qui démarrent, qui ont des grandes contenances, 10 000, 15 000 litres, où après 2 mois ou 6 semaines, ou même plus court, une chaudière est foutue, plein de tartre. On pourrait dire, et il y en a qui le font, on pourrait dire c'est comme une anode sacrificielle. C'est la chaudière sacrificielle. C'est la chaudière qui se sacrifie pour sauver le reste.
pas une bonne pratique et ce n'est pas une bonne blague finalement. Parce que s'il faut sacrifier une chaudière pour enlever cette dureté, ce tartre, ce magnésium, etc., est-ce que c'est une bonne pratique? Je pense pas. Hein. Je pense qu'il vaut mieux enlever cette dureté avant de commencer et déminéraliser votre eau. Je pense que c'est plus logique, c'est plus métier, c'est plus normal. Ok, abandonnons le thème de dureté, de calcaire, etc. Et passons vers le pH, comme tu as demandé encore avant de commencer, le pH, l'acidité de l'eau de remplissage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? C'est très simple. L'eau potable est toujours valable parce que les définitions pour l'eau potable, et là il y a des définitions en Belgique et ailleurs, le pH sera toujours compris entre 6,5 et 8,5, donc il n'y a pas de problème, on peut s'en servir sans aucun problème. Et une fois cette eau reste quelque temps dans le système, elle est chauffée, refroidie, elle est dégazée, machin, alors finalement, par ce processus d'auto-alcalisation, ce pH se stabilisera probablement quelque part entre 8, 8,2 et 10. Et un pH, par exemple, entre 8,2 et 10 est très bon pour le faire. Donc, ça, c'est super bien. Pour autant que le pH devient encore plus haut, allez, on parle de 9, 9,5, 9,7, c'est très, très, très bien pour l'acier parce que l'acier devient immune dans cette zone-là. Mais ce n'est pas une bonne chose si on a de l'aluminium. Donc, on ne peut pas passer au-dessus de 8,5 parce que dès qu'on est au-dessus, cette couche protectrice d'alumine ne survivra jamais. Il y a des exceptions sur les règles aussi parce que pas mal de chaudières sont faites en alliage d'aluminium, un alliage d'aluminium-silicium. Et là, on pourrait monter un peu plus parce que ce genre d'aluminium-là est un peu plus costaud et supporte un pH de 9. Donc, ce genre de fabricants de cette chaudière-là vont être contents si vous n'allez pas au-dessus de 9. Mais il ne faut pas ignorer que dans pas mal d'installations, le pH risque d'aller au-dessus de 9 de lui-même. Est-ce que ce sera le cas chez vous, oui ou non? On ne sait jamais. On ne sait jamais à l'avance. Ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Et c'est la simple et bonne raison qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en marche l'installation. Il faut la faire rôder, on va dire. Et après, entre parenthèses, 8 à 10 semaines, 12 semaines, vous revenez et vous faites un test. Vous mesurez le pH, vous prenez un petit échantillon et vous regardez. Et dans la plupart des cas, le pH sera valable. Du moment que vous avez de l'aluminium, il n'est pas au-dessus de 8,5, bon, ok. Et le cas où il est vraiment au-dessus de 8,5 ou 9, si vous avez l'alliage d'aluminium, l'aluminium-silicium, alors là, il faut faire un petit ajout de quelque chose qui va faire baisser le pH. Et baisser le pH, on le fait avec un petit acide. Il y en a qui s'en servent d'acide chlorhydrique. Peut-être pas l'idéal, mais bon. On n'a pas besoin de beaucoup. Parce que le pH peut très vite tomber aussi dans de tels cas. On peut se servir d'autres produits chimiques. Il y a des produits chimiques qui ont des très 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 bons tampons qui se libèrent automatiquement selon les réactions. Mais le traitement chimique, je suis désolé, il a aussi certains désavantages. Le traitement chimique de l'eau du système, c'est un thème en soi. Et dans la notice technique qui va être publiée du CSTC, on en parle pas mal et on dit, en général, le traitement chimique de l'eau de système, on parle, est superflu. Il n'y a aucun besoin pour ne pas le faire. Mais dans certains cas, parfois, il est conseillé. Et peut-être pour deux raisons. Il y a la raison anti-corrosion ou il y a la raison anti-tartre. Mais la notice technique est très, très, très claire à ce niveau-là. Ce n'est pas du do-it-yourself. Il faut impérativement faire cela par des spécialistes. Il faut impérativement pré-mélanger le produit avec l'eau. Donc, les images où on met une bouteille d'1 litre de produit, le tout en un, dans un radiateur comme ça, et vous êtes sauvé, je ne pense pas que c'est un bon exemple. On ne peut jamais surdoser ou sous-doser, et il faut régulièrement surveiller, régulièrement venir minimalement une fois par an.
Et le plus compliqué, c'est qu'il faut s'assurer d'une distribution égale. Et ça, dans le domaine du chauffage, ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Parce que comment veut-on être sûr que chaque radiateur, chaque colonne, chaque tuyau, chaque bout de colonne, etc., est toujours irrigué de la même façon? Comment peut-on savoir que l'eau passe toujours partout, aussi la nuit, le week-end et l'été, surtout l'été? Quand tous les robinets thermostatiques sont fermés et l'eau ne circule plus, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment allez-vous assurer le fait que la répartition de ce produit chimique est uniforme partout dans votre système? Je pense que c'est une chose très, très, très difficile. Et le CSTC et les autres prescripteurs aussi disent qu'il faut être sûr que ce soit un produit de qualité, bien testé, avec des rapports d'essai qui peuvent prouver, etc., etc. Donc, une remarque dans le cadre bleu ici. L'injection forfaitaire d'une cartouche universelle ou d'un bidon d'1 litre, genre produit tout en un, ne correspond pas à ces critères-là. C'est pour cela aussi qu'on déconseille fortement de se servir de produits génériques dont on ne sait même pas s'ils sont compatibles l'un avec l'autre. Je pense que le monde du chauffage devrait faire beaucoup plus d'attention là-dessus. Pourquoi? Parce que les conséquences sont graves. Une des conséquences de traitement chimique est que tout ce qui est jointage, O-ring, tout ce qui est connexion chanfrée, etc., risque de commencer à sointer ou même fuiter. Vous ne voyez que quelques exemples. Je pense que je n'exagère pas quand je dis que j'en ai des centaines. Et ceux qui ont travaillé déjà avec des produits chimiques connaissent ce genre d'image. Si on entre dans une chaufferie et on voit ce genre de choses, des dépôts blanchâtres, des pustules, etc., on sait qu'il y a un traitement. Et on sait que ce n'est pas bon. Parce que, par exemple aussi, quand on a un produit chimique, on a forcément une baisse de la tension superficielle de l'eau, ce qui veut dire que l'eau peut commencer à mousser. Et quand l'eau devient moussant et en dispersant, il y a des conséquences graves. Les photos vous le montrent clair ici. La photo à gauche, c'est le circulateur de ma belle-mère il y a 30 ans, je pense, où le chauffagiste avait dit « Je vais vous mettre un produit dans l'installation, vous allez consommer moins de mazout, vous allez avoir plus chaud, ça va vous coûter moins, le rendement va monter de 30%. Allez, le ciel, vraiment, le max, il faut faire ça. » Et elle a fait faire ça. Et 2 mois plus tard, elle m'appelle et me dit il y a à ma chaudière là un genre de formation de brocoli à l'extérieur du circulateur. Le photo le montre très clairement, en fait, ça ressemble un peu au brocoli. Pas une bonne chose, ça. Les purgeurs que vous voyez là, les petits purgeurs là, sont des purgeurs qui ont 2 ans, si mes souvenirs sont bons, dans une petite chaudière murale où on avait mis du produit, parce que le fabricant de la chaudière le demande, entre parenthèses, et le résultat, c'est qu'on a de la mousse et que les flotteurs ne flottent plus dans la mousse, comme le 3e photo le montre clairement aussi. Vous voyez, vous connaissez ce genre de purgeur, un des purgeurs les plus fiables sur le marché. Eh bien, même le purgeur le plus fiable sur le marché ne résiste pas à la mousse. La mousse, c'est la mousse. Un flotteur dans un purgeur pareil ne peut pas flotter dans la mousse, il flotte dans de l'eau, mais pas dans la mousse. Et la photo de droite nous le montre clairement aussi, un séparateur de microbules. Je pense qu'il ne faut pas trop expliquer. En plus, ce qui est en bas là, nécessité d'une installation 100% propre, c'est pas pour rire que je mets ça, mais c'est vraiment quelque chose de très important, hein, parce que du moment que l'eau devient dispersante, on fait la vaisselle. On fait la vaisselle, c'est comme un détergent. Cela veut dire que tout ce qui se trouve dans l'intérieur de l'installation, qui n'est pas l'eau même, comme les bouts, comme le magnétite, la rouille, la graisse, d'autres choses, sera dispersé. Cela veut dire qu'on obtient une soupe, une flotte, qui n'est pas trop agréable. Donc l'installation doit être 100% propre. Il faut la rincer chimiquement
et de nouveau, et de nouveau, et de nouveau, jusqu'à ce que l'eau soit vraiment 100% propre. Il y a plus de tout de matière solide à l'intérieur. Et là, le dispersant ne peut plus mal. Le reste des avantages, ça reste. Une vanne à boule à gauche d'une section, si mes souvenirs sont bons, de 1 pouce, complètement colmatée à cause d'un produit de traitement chimique. Au milieu, un radiateur qu'un très bon installateur de la région, si je me souviens bien, de Wavre, Vincent et quelque chose, m'a coupé il y a 30 ans. Et il se posait la question, mais d'où vient ce dépôt blanchâtre dans le nipple là, qui font le raccord entre les plaques du radiateur et le raccord central? Eh ben, c'est le dépôt de produits chimiques. Et à droite, un circulateur qu'un ami chez un fabricant de circulateurs m'a donné un jour, qui avait, je ne sais plus, moins de quelques jours. Il m'a donné un jour un circulateur qui avait craqué après 7 heures de fonctionnement. Je ne pense pas que c'est celui-ci. Mais c'est clair, un circulateur qui doit pomper de la flotte qui contient une matière abrasive comme le magnétite qui est dispersée. Il ne va pas tenir longtemps, ce qui est normal. Les coussinets vont s'user. Donc, je rappelle très vite les différentes causes. Tout ce qui est vert ici est donc acceptable. C'est pas bon, mais ça ne peut pas nuire à la santé de l'installation. Tout ce qui est orange est doutable, tout ce qui est rouge est vraiment catastrophe. Alors, remplissage, oui. Pourquoi faut-il remplir? Si je repasse vers le slide que je viens de vous montrer, l'eau d'appoint n'est responsable que pour 3,6 grammes de magnétite sur 1000 litres d'eau. Rien, quoi. Alors, est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce qu'il faut se poser des questions? Là, si c'est tellement peu, non, il ne faut pas. Mais tout de même, tout le monde, quand il y a de la corrosion, dit « Ah oui, on a rempli trop d'eau ». Tout le monde suppose ça, mais ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas la quantité d'eau avec sa teneur en oxygène. Le problème, c'est la dépression. Et quand on a besoin d'un remplissage d'appoint, en général, le manomètre de droite le montre, c'est parce qu'il y a eu une dépression. Et c'est par là qu'entrent les grandes quantités. Et ça se passe à cause de quoi? Est-ce qu'alors les installations ne sont pas étanches? Non, elles sont étanches. Le problème, c'est le vase qui se dégonfle. Et en fait, quand un vase se dégonfle, c'est parce qu'à travers de la membrane, le gaz passe à travers la membrane vers l'eau, fabrique donc à l'intérieur, on va exagérer maintenant, une eau pétillante, une eau gazeuse. Et cette eau gazeuse, par le va-et-le-vient dans le vase d'expansion, et tout ce qui sort de nouveau du vase d'expansion avec les variations thermiques dans le système, eh bien, cette quantité d'eau gazifiée dans le vase passe vers l'installation. Et dans cette installation, elle sera dégazée à un moment donné dans la chaudière. Elle passe vers la région supérieure où la pression est plus basse. Et donc, forcément, après quelques temps, cette eau, cet air, ce gaz qui provient du vase, se trouve donc dans le radiateur le plus haut et très souvent le plus chaud aussi. Et il faut la purger. Et quand on purge cela, eh bien, cet air, ce gaz qu'on sort de ce radiateur, finalement vient d'où? Eh bien, vient du coussin de gaz du vase d'expansion. Donc, après avoir fait ça, le vase d'expansion est devenu plus petit. Et quand il est devenu plus petit, on devrait le recharger en gaz. Mais on ne le fait pas. On fait un appoint d'eau. Et ça génère un cercle vicieux. Ça engendre un mécanisme qui revient toujours, qui devient toujours de plus en plus grave. Et déjà, il y a 15 ans, j'ai fait des investigations là-dessus et j'ai demandé à mes amis à l'université à Anvers de faire un test là. Ils m'ont fait un test pour déterminer combien d'azote et combien d'oxygène et combien de gaz en général peut passer à travers d'une membrane d'un vase d'expansion, un nouveau vase d'expansion. Et on a fait une banque d'essai, vous le voyez ici. Et dans ce banque d'essai, on a conçu un système pour mesurer en 6 mois de temps la perte de gaz de ce vase d'expansion.
Et vous voyez que les vases ne sont pas toujours très bien perpendiculaires, c'est parce qu'ils ont été pendus à une cellule de mesure de poids. Et vous voyez que tous les vases sont raccordés avec un flexible en inox ondulé, donc étanche. Hein. Et l'idée était que si le gaz du vase, par travers la membrane, passe vers l'eau pour en faire donc une eau gazifiée, hein, et que cette eau se dégazera ailleurs dans le système, ce qui se fait aussi. Hein. Ici, elle était dégazée par un dégazeur que vous voyez sur le plan avant là. Hein. Et bien là, on va voir dans combien de temps est-ce que ce vase commence à peser plus lourd, parce qu'il se dégaze, parce qu'il se remplit toujours en eau. Et cela cause donc la conséquence directe dans le vase même, par le dégonflement, et ça cause des conséquences indirectes au sommet de l'installation. Et ici, vous voyez les résultats. Vous voyez à gauche le pourcentage VDV, flamand pour Vordrukverlies, donc perte de gonflage initial. Et sur l'axe horizontal, vous voyez les différents fabricants. Vous voyez le fabricant nommé A, B, C, D, etc. Et alors, les différentes colonnes, ce sont les différents moments de relève. Donc, pour chaque vase, on a relevé le 6 juillet 2005, le 17 août 2005, le 20 septembre 2005, le 2 novembre et le 19 décembre. 19 décembre étant presque, on va dire, 6 mois après avoir commencé. Les fabricants A, eh bien, ils montrent que la tendance, elle est stable et les 3 A démontrent exactement le même résultat. Tandis que chez fabricant B, on voit que le B1 perd un peu plus que le B2 et le B3 encore juste un peu moins. Et chez C, c'est le premier vase qui perd autant, le deuxième qui perd plus et le troisième qui ressemble de nouveau au premier. Le D, il a le record, le D se dégonfle, on va dire, en 6 mois de temps, d'à peu près, allez, on va dire juste au-dessus de 60%. Le E, vous voyez, il est un peu mieux. Et le G, ici, est de nouveau un fabricant qui est fort bien, qui est d'ailleurs juste un peu mieux même que le A. Je pense que ces résultats sont très clairs. Ça, c'est la mesure gravitaire où on a mesuré le poids de ces vases qui montait de lui-même parce que le vase se dégonflait et donc forcément il y avait toujours de plus en plus d'eau dans ce vase. Ce qu'on a fait aussi, on a mesuré aussi par un manomètre très spécial, je vous le montre, je le passe en avant, vous voyez ici en bas, la mesure du vase en direct par un système de mesure étalonné, donc ne pas en poussant un manomètre sur la valve Schrader, mais en fait un système de piston pour assurer que la perte de gaz que l'on crée en faisant la mesure était toujours la même. Donc on savait que le système de mesure qui fait donc forcément qu'on perd juste un tout petit peu était uniforme pour tous les vases toujours. Et ce genre de mesurage nous montre à peu près la même image que le mesurage gravitaire. Allez, à peu près, presque identique, juste les valeurs un peu plus élevées. Et dans la même période, vous voyez là que le D, par exemple, perd, allez, on va dire, moyennant 35% par an. Et le I, là, le I, il y a pas mal de différences. Hein. Si vous voyez le I1, le I2 et le I3, il y a énormément de différences en qualité entre ces 3 vases qui viennent du même fabricant. Tandis que le E, par exemple, est assez constant. Et chez le A, le A1, A2, A3, c'est la même chose. Et le G1, G2, G3 aussi, c'est vraiment très constant au niveau qualité. Des résultats qui sont quand même affreux et tout le monde s'en fout. Et ça, c'est quelque chose qui me choque toujours de nos jours. On peut constater que certaines marques perdent à peu près, on va dire, 15%, et d'autres perdent entre la moitié et 3/4 dans un an. C'est pas acceptable, ça. Et tout le monde s'en fout.
on continue à installer ces vases, même pire, on continue à installer des vases dont on ne peut pas contrôler la perte de gonflage. Pourtant, tout le monde sait entre-temps, allez, j'espère, qu'un contrôle annuel de la pression de gonflage est une nécessité absolue. Parce que si on ne peut pas contrôler le vase, comment peut-on contrôler son fonctionnement? Et si on ne peut pas contrôler son fonctionnement, forcément, on accepte que l'installation corrode. Parce que les dégonflements se font et donc les dépressions au sommet se feront. Et si vous raccordez un vase comme sur la photo de gauche, où il n'y a pas de vanne à capuchon, comment voulez-vous contrôler son prégonflage? Et le pauvre technicien sur la photo de droite, là, qui doit faire de l'acrobatie pour pouvoir accéder à la soupape de remplissage de gaz du vase, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Et on voit pas mal qui sont toujours installés comme ça. Voilà, je le répète, j'ai montré la photo, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Rappelons, pour en tomber sur d'autres critères, que la conductivité n'a pas d'importance en ce qui concerne la formation de boue, c'est-à-dire elle a une importance au niveau de la vitesse de corrosion, mais que la conductivité soit basse ou haute, la quantité de boue qui seront formées sera toujours la même. Avec une conductivité basse, ça durera plus longtemps, ça c'est clair. Mais finalement, le résultat sera le même. Donc, une basse conductivité n'est qu'une assurance additionnelle pour ralentir le processus de corrosion, mais n'empêche pas qu'à terme, le problème se forme. Et c'est pour cela que je répète de nouveau, c'est l'oxygène qui est le problème. Alors, en ce qui concerne le pH, je viens de le dire, le pH influence si le métal se passive ou non, et c'est clair. Les entrées d'oxygène sont le vrai problème. Ce genre de monitoring retient tous ces phénomènes. Une fois qu'il y a de l'oxygène qui est entré, puis il enregistre, c'est la seule moyen de voir ce qui se passe. Et, c'est l'aspect le plus important, s'il y a un problème, une entrée d'oxygène non prévue et qui est non acceptable, il vous le dira. Et quoi alors avec les analyses de l'eau? Parce que la plupart des moyens de chauffage pensent qu'une analyse d'eau est une bonne protection. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas le cas du tout. Hein. Une analyse de l'eau de chauffage, franchement, ne vous protège pas. On peut faire une analogie avec les contrôles annuels par les sapeurs. Les contrôles de sécurité anti-incendie. Quand les sapeurs sont passés et ils ont vérifié les sorties de secours, les extincteurs, tout ce qui est là pour assurer que vous êtes en sécurité, eh bien, le jour après, ça peut brûler. Et qui est-ce qui va vous avertir qu'il y a un incendie qui est en train de se former? Pas le sapeur. C'est le détecteur de fumée qui va vous avertir, qui va vous réveiller, qui va vous dire qu'il y a un problème. Et c'est exactement la même chose dans le domaine du chauffage et la corrosion. Et dans certains cas, oui, une analyse peut aider à identifier les causes. Par exemple, du moment que vous mettez tout le temps de l'eau fraîche presque en permanence, une analyse de l'eau pourra vous le dire. Mais je pense que pas que vous avez besoin d'une analyse de l'eau pour le voir. Le compteur pourra vous le dire aussi. Et c'est là que j'essaie chaque fois de nouveau de plaider, d'expliquer, de dire aux gens, mais utilisez quand même votre bon sens. Ne déléguez pas la responsabilité pour éviter la corrosion vers des gens en laboratoire qui ne connaissent pas leur système, votre système de chauffage. Ça fait penser à ça. Hein. Je suis désolé, mais très souvent, mais trop souvent, franchement, les chauffagistes m'envoient des tables avec des données qu'un laboratoire quelque part a relevées. Ils me demandent est-ce que c'est bon ou pas. Ben, franchement, on ne peut rien dire là-dessus. Il faut utiliser vos yeux et votre compétence technique et regarder vous-même est-ce que la pression est bonne, est-ce que le vase est bien gonflé, est-ce que la chaufferie se comporte comme il faut, est-ce qu'on n'a pas de dépôt de sel à l'extérieur, comme je viens de vous montrer, quand même pas mal de photos, etc., etc. Donc, la qualité de l'eau, c'est qu'à un moment dans le temps, c'est très variable. Ça peut être bien aujourd'hui, ça peut être mauvais demain. Et le plus important, c'est que
Le paramètre le plus important étant l'oxygène ne peut pas être mesuré. Donc, où est-ce que c'est utile? Eh bien, quand on a vraiment des problèmes. Des installations qui sont franchement foutues. Là, ça peut aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Mais systématiquement, faire analyser des eaux pour savoir si on est dans le bon ou non, c'est de l'argent jeté. Je vais terminer avec celle-là. C'est ça très souvent, les analyses de l'eau.